Il est parfois solitaire, il adore la nature. J'ai avec moi Emmanuel Juppot, photographe de nature. Salut, bienvenue sur Love Light. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Juppot, photographe de nature. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alex. Alors merci de nous prendre un petit peu de temps, de ton temps, puisque normalement, en principe, toi, tu es plutôt à l'extérieur, à l'affût peut-être aussi des fois. Souvent. Souvent même, et on va passer en revue un petit peu ton travail, puisque tu es quand même pas mal connu, puisque tu as beaucoup de reportages, notamment dans Alpes Magazine. On te voit aussi sur la branche nature de Chasseurs d'images qui s'appelle Natimage. Natimage. Tu as eu des photos qui ont été primées et exposées, par exemple, au Festival de Montier-en-Der. Enfin, voilà, on va passer en vue un petit peu. Et toi, ta marque de fabrique, eh bien, c'est la nature, c'est l'extérieur, c'est les contre-jours, c'est de l'affût, c'est plein de choses finalement. Et on va voyager un petit peu avec toi. Alors, on va commencer par cette première image que l'on voit au loin, qui est assez drama, un petit peu même presque, j'allais dire, nuit américaine. Nuit américaine, oui. Hein, on est d'accord. Tu nous parles un petit peu de cette image ? Alors, en fait, c'est vraiment une nuit américaine dans le sens où c'est une photo qui a été prise en plein jour. Les rochers ou les bois du cerf, puisque c'est un cerf dont on parle, trahissent à certains endroits la présence du soleil. Oui. On est sur un contre-jour. C'était un choix esthétique que j'ai fait tout simplement parce que la photo originale du cerf correctement exposée aurait été d'un classique assez banal. Là, d'avoir ce contre-jour-là avec un temps assez mouvementé ce jour-là, un soleil qui arrive une luminosité qui arrive à l'arrière de l'animal ou sur le 3/4 de l'animal, on arrive à avoir ce contre-jour un peu, comme tu le disais, dramatique, qui donne du caractère, qui je trouve donne du caractère à une image qui n'en aurait peut-être pas eu dans des conditions normales. Quand tu fais ce genre de photos, tu es à quelle distance à peu près ? Alors, en fonction des photos dont on va parler aujourd'hui, la distance, elle peut varier énormément. Ce jour-là, j'étais relativement loin puisque j'avais un gros 500 mm sur lequel était monté un doubleur. Donc, on est à plus de 1000 mm. Alors, sur un boîtier qui reste un plein format, je n'utilise pas, contrairement à beaucoup de gens qui font de l'animalier, qui ont souvent un combo de boîtiers, moi, je n'ai pas d'APS-C derrière. Oui, l'APS-C pour augmenter l'efficacité, entre guillemets, du téléobjectif. Moi, je préfère le plein format dans la restitution, notamment de la qualité de lumière et de ce qu'on peut exprimer après artistiquement sur une image brute. Je préfère le plein format. Donc voilà, les distances peuvent varier, mais là en l'occurrence on était assez loin, donc on est à plusieurs centaines de mètres. Oui, donc 500 mm, on imagine. Très bien. Et tout ça en contre-jour. Exactement. Une autre photo, toujours dans l'esprit noir et blanc. Cette fois-ci, on n'est plus en nuit américaine, mais on est en noir et blanc. Avec un regard absolument incroyable. C'est quoi? C'est qui? Alors, tout le paradoxe, c'est que c'est pas du noir et blanc, on est en full couleur en l'occurrence. On est sur un renard polaire en l'occurrence, qui a été réalisé. Cette photo a été réalisée sur l'archipel du Svalbard, sur l'île du Spitzberg. Alors, on a toujours tendance un peu à magnifier les images et à imaginer tout un univers autour. Là, il faut s'imaginer qu'on est presque en pleine ville, dans une ville quasi abandonnée, une enclave russe sur le territoire du Spitzberg. Et on a un renard qui, comme beaucoup de renards chez nous, roux classiques, a tendance à fréquenter un peu ces endroits-là pour essayer de trouver pitance, quoi. On a un renard polaire qui faisait à peu près la même chose. Donc on est sur un bitume qui donne cette impression de noir et blanc. Oui. On est sur un animal qui lui-même est noir et blanc, puisque c'est un renard dont le pelage change en fonction de la saison. Il est tout blanc en hiver et il va foncer progressivement. Donc là, on est un peu dans l'entre-deux, dans la mue, et on a ses yeux orange qui sont perçants, donc voilà, un renard arctique dans le Grand Nord. D'accord, alors tu parles du Grand Nord, c'est intéressant parce que une autre corde que tu as à ton arc, c'est d'emmener des gens au-dessus de l'Islande, c'est-à-dire justement le Spitzberg, le Groenland, où l'idée c'est que tu pars avec un bateau. Tout à fait. Et vous allez jusqu'au Groenland, en fait, c'est ça ? Alors, soit on part du Groenland, soit on part du Spitzberg, mais c'est les deux destinations qu'on propose avec ce bateau. Alors, l'aventure est belle parce que c'est un armateur d'un bateau un armateur qui est niçois. Et donc, même si on est à l'autre bout du monde, avant tout, le noyau dur s'est fait en local. Et on propose effectivement des croisières. On va appeler ça des croisières puisque le bateau bouge.
il suit un itinéraire qui est jamais le même parce il dépend un peu des conditions météorologiques, des glaces au Groenland par exemple, ou des conditions météo plus classiquement sur le Spitzberg. Et l'idée, c'est d'aller à la découverte de ces territoires qui sont pour certains au-delà du cercle polaire, que ce soit du paysage essentiellement, par exemple pour le Groenland, qui est sur la côte est, qui est un peu plus pauvre en faune, ou en tout cas où la faune est beaucoup plus discrète, beaucoup plus difficile à approcher, ou à l'inverse, avoir une connotation plus animalière sur le territoire du Svalbard, où là on a pas une profusion, mais une densité de faune qui permet de vraiment se faire plaisir quand on aime la photo animalière. Ouais. Si vous êtes intéressé, vous aurez l'occasion de pouvoir avoir la fiche de cette excursion sur la plateforme lovelight.tv qui est réservée aux abonnés, aux membres de la communauté, et on aura l'occasion justement de parler en détail de cette aventure. Avec plaisir. Tu parlais d'un photographe, enfin d'une personne qui est niçoise, cet armateur, parce que je le rappelle, toi tu es de la région de Nice, ton terrain de jeu habituel c'est plutôt les Alpes. Oui. Les Alpes, c'est aussi un endroit plutôt très très intéressant pour toi, puisque tu passes ton temps à faire des rencontres. Mon travail m'y amène, ma passion m'y amène, donc les deux convergent et ça c'est plutôt bien. Après on est dans une partie, alors si mon travail entre guillemets d'illustrateur nature m'amène sur une grande partie de l'arc alpin à titre privé, effectivement j'évolue plus dans les Alpes du Sud, donc à savoir le Mercantour, le parc national du Mercantour et le parc naturel des Préalpes d'Azur qui sont vraiment mon terrain de jeu. Et on a cette chance, nous, dans l'extrême sud-est, c'est d'avoir, notamment par le parc du Mercantour, mais qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans tous les parcs nationaux, mais on a une densité, une proximité à la faune qui est absolument extraordinaire. Donc c'est un fabuleux terrain de jeu pour qui aime l'animalier. Ouais. Alors sans aller jusque dans le parc du Mercantour, on va dans ton jardin, dans mon jardin, et on obtient ce genre de photos. Ouais, on obtient ce genre. Tu m'avais demandé de faire une sélection d'images. C'est toujours un crève-cœur d'avoir à sélectionner des images, mais des images qui avaient une histoire. Bah, celle-là, elle a une histoire assez génial puisque effectivement je suis dans mon jardin, j'ai la chance d'avoir un jardin. Ce jour-là je suis dans mon bureau, j'ai une baie vitrée, devant ma baie vitrée une voiture garée, la mienne, dans laquelle se retrouvait mon appareil photo avec mon gros téléobjectif des prises de vue de la veille. Je sors de mon bureau pour aller récupérer simplement l'appareil photo et quand je lève la tête au-dessus du coffre de la voiture, voilà, j'ai la rencontre. Et avec ce regard-là, j'ai le temps de saisir une dizaine d'images en rafale et d'avoir au milieu, avec, comme je te le disais, un léger cadrage pour le coup, pour dire que la proximité était juste folle, bah, ce portrait du renard roux dans mon jardin. Et qui est parti le premier entre les deux, entre vous deux, c'est le renard? Oui, on s'est fixé tout le temps où ni lui ni moi ne bougions. Il y a un moment où il fallait que l'un ou l'autre prenne l'initiative. J'ai bougé et je savais très bien que ça allait engendrer le fait qu'il parte aussi, mais voilà, il fallait qu'on passe à autre chose. Une autre photo très intéressante d'une petite bête qu'on a dans toutes les maisons. C'est cette araignée-là. Oui, cette araignée-là. Ouais. Ça, ce sont des araignées qui sont dans les maisons. C'est tout petit, hein, je crois. Oui, ça fait partie de la famille des petites saltiques. Donc, c'est des araignées qui font quelques millimètres, au maximum le centimètre pour les plus imposantes. Et effectivement, c'est des araignées qui ornent notre quotidien, en fait. Et en particulier celle-ci qui adore les intérieurs de maison, donc que ce soit les arachnophobes ou au contraire les amateurs d'araignées, souvent me disent oh, elle est fabuleuse, et je leur dis mais vous l'avez sous les yeux, vous l'avez probablement simplement pas regardé. La particularité c'est que plus l'individu est petit et plus on rentre dans l'univers de la macro, plus ces individus ont du mal à capter la lumière et à révéler leur vraie couleur. On va dire que le rôle du photographe ou de l'amateur nature, l'entomo, c'est d'aller se pencher là-dessus, de s'approcher et de lui permettre de révéler ce qu'elle a de plus beau, et avec effectivement une feuille de papier à 4 blancs et un petit coup de flash, on arrive à révéler ces couleurs qui sont juste folles. Et tu parlais on en parlait hier de bijoux, oui, on dirait un bijou, oui, une broche. Les non-amateurs d'araignées seront peut-être pas d'accord, mais c'est un bijou de nature, oui. Très bien. Une autre photo, là on est vraiment dans l'artistique en même temps d'avoir chopé l'instant, avec une espèce de surexposition, mais en réalité c'est pas le cas, tu vas nous expliquer. Là on est sur une espèce un peu particulière qui est entre le papillon et la libellule, c'est quoi? Exactement, alors on appelle ça un ascalaphe.
En l'occurrence, là, c'est un Ascalas soufré, donc c'est un insecte qu'on trouve beaucoup en Méditerranée et qui est, si on voulait faire simple, effectivement un hybride entre ce que serait un papillon. Ça fait penser au vol du papillon et en même temps au déplacement un peu erratique de la libellule, et ça en a plus le comportement au niveau par rapport aux autres insectes. Donc c'est un peu un hybride entre les deux. Les amateurs le sauront et ceux qui veulent creuser creuseront, mais c'est un insecte qui est assez difficile à saisir parce qu'il est très vif pendant la journée tant que le soleil tape, et qui va se calmer, voire s'arrêter littéralement, comme beaucoup d'insectes à la tombée du jour, dès qu'il passe à l'ombre. Il n'a plus la chaleur du soleil qui l'alimente, et donc du coup, un peu comme un lapin du Racel, il va s'arrêter. Ah d'accord, et là tu chopes. Et là, on est sur une situation de prise de vue qui est assez simple et que j'affectionne particulièrement, à savoir un contre-jour. Ce que vous voyez de blanc derrière, c'est ni plus ni moins que le ciel. Il n'y a pas de détourage, il n'y a pas de retouche. On est en contre-jour parce que le ciel est encore très lumineux derrière, parce que nous, on est passé avec l'insecte complètement à l'ombre, mais le ciel, lui, conserve la luminosité d'un soleil qui n'est pas encore couché. Et avec un contre-jour qui permet d'apporter la lumière suffisante par le temps de pause ou par l'ouverture, d'apporter la lumière nécessaire à l'insecte, on surexpose du coup ce qui est derrière, et ce qui est plus clair que clair devient absolument blanc. L'astuce étant après d'essayer, dans la mesure du possible, d'estomper aussi le bas de tige. Donc là, par exemple, je te disais, c'est un Kleenex tenu avec une pince et un coup de flash Cobra en déporté qui permet d'avoir ce côté un peu vaporeux. Ah oui, pour garder le même taux de luminosité entre exactement, le... D'accord. Exactement. Oui. Après, on en discutait aussi, j'exclus pas sur certaines images de pouvoir recourir à l'outil informatique si je veux recréer cette chose-là, mais si j'arrive à le faire à la prise de vue, c'est encore mieux. Oui, d'accord. Ok. Une autre, toujours pareil, avec cette volonté en bas, dans la partie inférieure de l'image, de séparer en fait et de faire du coup un effet de profondeur. Là, c'est quoi? C'est un bouquetin, c'est ça? Là, on est sur un bouquetin des Alpes. On est dans le Mercantour, en l'occurrence. Une journée de mauvais temps. C'est un peu un fil conducteur dans mes images. Je suis assez fan des ambiances de mauvais temps, de ciel bâché qui adoucissent, qui font comme une espèce de grande boîte à lumière et qui adoucissent toutes les ombres. Là, on est un jour de mauvais temps sur ce bouquetin-là, et il est couché, il attend que l'orage passe. Il y a devant lui un mélèze qui a été blanchi, un vieux mélèze qui est tombé au sol et qui a été blanchi par le temps passé et par le soleil. Et plutôt que d'avoir du coup, et ça aurait été possible d'avoir l'entièreté du bouquetin, il me paraissait intéressant de le faire sortir de cette espèce de voile de vapeur que crée le mélèze entre lui et moi. Et par le jeu d'une ouverture importante sur un 500 mm, on arrive à avoir ce côté dufteux. D'accord, oui, tout à fait. Une autre photo, alors personnellement que j'apprécie énormément, on dirait en fait une toile japonaise. Ce sont ces deux tourterelles avec un effet vraiment de profondeur. Je crois que cette photo a été exposée, était dans le cadre d'une exposition à Montier-en-Der. Ouais, cette photo, elle a changé plein de choses. Elle a ouvert des portes. Elle a été effectivement sélectionnée à Montier-en-Der, exposée à Montier. Elle a gagné un festival émotionnel à Namur, un festival important dans la photo animalière. D'accord. Et c'est une photo qui compte pour moi, dans la mesure où là aussi, comme le renard de tout à l'heure, c'est fait dans le jardin. On est pendant le confinement. D'accord. On sait tous qu'on est enfermés, mais on ne sait pas tous pour combien de temps à l'époque. Et sur l'idée d'un concept lancé par un autre photographe animalier, Monsieur Dubessy en l'espèce. Ah oui, qui lance tous les 4 ans, toutes les années bissextiles. Toutes les années bissextiles. Alors, je ne sais pas s'il le relancera à nouveau, parce que c'est à chaque fois un challenge qui est très chronophage, mais qui avait cette habitude toutes les années bissextiles de faire une photo de nature par an, quelles que soient les conditions par jour, quelles que soient les conditions dans lesquelles il se retrouvait, donc, et d'essayer de trouver le miracle de la nature, même quand on est sur une aire d'autoroute. Et donc là, pendant le confinement, le confinement, je me suis dit, tiens, je vais piquer l'idée de Fabien et je vais lancer le principe de faire une photo par jour en profitant du fait que je sois dans un jardin et que j'ai un jardin. Et donc chaque jour, il fallait trouver un nouveau sujet. Et les tourterelles étaient une des espèces qui fréquentaient très classiquement le jardin, que j'ai essayé d'exploiter pour essayer de sortir une image correcte, et je n'arrivais à rien.
Jusqu'à ce jour où je suis concentré sur un tout autre sujet et j'entends des bruits dans mon dos, dans ce qui est le figuier qui est pris en photo. Et je me tourne et j'ai ces deux oiseaux qui partent vers le ciel et je fais une rafale sans avoir vraiment le temps de faire quelconque réglage. Et j'ai une image au départ quasi presque parfaite de ces deux oiseaux qui s'imbriquent magnifiquement. On les voit là, oui. Le cadrage est tel quel. Il y a vraiment zéro pour le coup recadrage, mais il n'y a pas le figuier sur la photo. On est sur un fond parfaitement blanc. Et ce qui me motive aussi dans ma vie de tous les jours, c'est d'essayer d'apprendre. Et j'ai un ami qui est absolument fan du principe et qui utilise beaucoup la double, voire la triple, la multi-exposition. D'accord. Et je m'étais dit, pendant ce confinement, je vais essayer de me faire au principe, sans être persuadé de l'utiliser un jour, mais au moins de savoir de quoi je parle si on me pose la question. Et je me suis dit, tiens, là, ça serait l'occasion rêvée de faire de la double, voire de la triple expo pour réintégrer un élément qui était dans la scène que j'ai vue, à savoir le figuier, mais de le réintégrer à l'image. Et voilà ce que ça donne au final avec 3 expos. On rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, on prend une photo et puis on décide de dire je fais une double exposition. Il y a une fonction sur l'appareil photo. Exactement. On reprend une nouvelle photo et elle vient s'imprimer sur la première. Voilà, avec aucun processus informatique derrière, de recollage derrière, au contraire d'essayer de faire tout à la prise de vue. Un procédé qui existait même à l'époque de l'argentique où on remontait notre pellicule d'un cran ou de 2 et on retapait une photo sur la même photo pour obtenir ce type de résultat-là. Ouais, en tout cas, et là on a deux luminosités un peu différentes, c'est dû justement à ces doubles expositions. En fait, la première image, le fond est très blanc et les deux tourterelles sont très sombres. Oui. En fait, le fait d'amener une deuxième, voire une troisième exposition que j'ai volontairement surexposée par contre, on a cet aspect à nouveau duveteux qui ressort. Et la particularité, c'est que ces 2 expositions supplémentaires, pour amener le figuier dans les angles, a rapporté de la lumière aussi aux tourterelles qui en bénéficient. On récupère du détail dans les tourterelles aussi. Ouais. D'accord. Voilà. Autre fond toujours très, très, très lumineux. Alors ça, c'est assez incroyable parce qu'en fait, le corps est de dos, mais la tête est de face. Ouais. Et c'est pas un montage. Et c'est pas un montage. C'est une espèce d'oiseau. C'est un rapace qui évolue dans nos contrées, qui est finalement assez commun quand on s'intéresse aux rapaces. C'est le faucon cresserelle. On est là dans le parc naturel des Préalpes d'Azur. On est au bord d'un champ qui est proche d'une de mes habitations en montagne, en l'occurrence. Donc je connais un peu les habitudes de cet animal-là. Et puis si vous regardez bien sur le poteau, il y a des traces de déjection qui montrent que qui vient régulièrement. Voilà, qui vient régulièrement. Ouais. Donc l'idée c'était de se poser là et d'attendre. Ce que j'avais repéré, c'est qu'il craignait moins finalement la présence d'un camion, d'un van qui maîtrisait plutôt que d'autres subterfuges de camouflage. Affût, ouais. Donc je me suis servi du van comme affût. Et il tourne la tête ? Et alors la particularité, c'est qu'effectivement, j'ai toute cette série sur le même principe que la scalaf du papillon de tout à l'heure. On est en contre-jour avec un ciel assez nuageux ce jour-là, mais très clair. Et j'ai beaucoup d'images où il a la tête de profil finalement, et puis à un moment, la tête s'inverse complètement, ce qui m'a permis du coup de découvrir, parce que j'ai cherché après, de compulser qu'il avait une mobilité quasi parfaite au niveau de la tête qui lui permettait de faire quasiment un tour complet sur lui-même. Et donc on a la particularité d'avoir le plumage du dos qui est pour moi une des plus belles parties de l'animal, et en même temps ce visage qui est absolument fou en même temps. Incroyable. Et toujours pareil, en bas de l'écran. En bas de l'écran, un estompé, cette séparation pour éviter d'avoir le tronc qui vient taper dans l'image. Ouais. D'accord, ok. Encore une fois, toujours même esprit. Alors c'est quoi cette On est sur un pinson. Un pinson du Nord. On est sur une espèce assez commune là aussi. C'est ce que j'essaye de... Alors, on parlait tout à l'heure du Spitzberg et du Groenland. On a toujours un peu tendance à vendre du rêve en allant le chercher très loin. On a quand même des choses magnifiques devant nos portes. Et là, pareil, si même j'ouvre le cadre, on est sur un parking. On est sur les Préalpes d'Azur, là aussi. On est sur le parking de l'Observatoire du plateau de Calerne. Ouais. Et je reviens d'un... Le plateau des Cossols, c'est ça? Ouais, exactement. À côté du village de Cossol. Je reviens d'un affût au chevreuil qui n'a pas été très fructueux. Et puis dans cet arbre dénué de tout feuillage, là, il y avait ce petit pinson en haut et j'ai trouvé l'image absolument fabuleuse. Et là, l'astuce, c'était de casser le bas de l'image. Et là aussi, on va enlever du mythe, mais c'était un toit de voiture qui a permis tout simplement de créer cet effet. Cet effet vaporeux. D'accord, ok.
Allez, on retourne, cette fois-ci, là, on monte, je pense, en altitude. Ouais. On arrive, encore une fois, avec des bouquetins, toujours pareil, une ambiance dramatique. Toujours pareil, une ambiance dramatique, un peu une type nuit américaine. On est sur le plateau des Glières, au-dessus d'Annecy, hein, au lieu de la Résistance, pour ceux qui connaissent. Ouais, à côté du Salève. Exactement. On est en reportage pour Alpe Magazine. Donc l'idée, c'est bien évidemment de ne pas leur proposer ça. Donc il y a toute une série d'images où le bouquetin est correctement exposé et ainsi de suite. Mais après, il y a mon petit côté euh, chercheur qui va essayer de trouver une autre approche. Généralement, ça se passe souvent comme ça. D'abord, je fais une image assez classique, ne serait-ce parce que je travaille avec une agence qui promeut mes images et qui vend mes images, et qui généralement a plus besoin du classique et de l'image naturaliste. Mais moi, j'aime bien essayer d'aller chercher un autre éclairage à tout ça. Et là, en l'occurrence, le contre-jour s'est imposé parce que le ciel était vraiment très tourmenté. Et donc l'effet ombre chinoise avec ces deux individus, deux mâles, mais avec des âges un peu différents, d'où la taille de cornes qui diffère un petit peu. On avait cette ambiance que j'aimais bien, très fantomatique. Quel conseil tu donnerais à ceux qui sont amoureux de la photo de nature comme celle-ci, qui font eux-mêmes des photos et qui voudraient peut-être les proposer? Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore, j'allais dire, vendre ces photos, vendre des reportages? Est-ce qu'il y a encore des magazines qui le permettent? Il y a encore des magazines qui le permettent, il y a encore des magazines qui apportent une importance à l'image et qui sont conscients du fait que d'obtenir ce type d'image, c'est un investissement, que ce soit en argent, que ce soit en temps, et qui du coup valorisent ça. Il y en a encore, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. D'accord. Quelqu'un qui a envie, il faut s'y mettre. C'est-à-dire faire des images. Si les proposer à un magazine ne suffit souvent pas, parce que des noms sont plus vendeurs et permettent à ces magazines-là d'assurer une distribution et une vente plus importante. À l'inverse, on parlait des festivals de nature, qui est probablement... nous, on a cette chance dans la photo nature, c'est d'avoir tout ce réseau d'associations qui aiment la photo et qui aiment la nature. Et c'est vraiment un maillage énorme au niveau du département, du territoire, mais même au-delà des frontières. On parlait de la Belgique, mais il y en a en Italie, il y en a en Espagne, de festivals. Il y en a partout, il y a un calendrier énorme de festivals qui permettent à des gens amateurs, professionnels aussi, mais surtout amateurs, de pouvoir véhiculer l'idée qu'il y a quelque chose de beau à voir à l'extérieur. Et alors après, ça coûte inévitablement un peu. Il faut croire en ces images, il faut les faire tirer, il faut les mettre, leur donner la possibilité d'exister physiquement, et puis après d'aller faire du porte-à-porte, ou remplir des dossiers d'inscription. Il y a forcément un moment où ça va marcher et on va pouvoir montrer ces images. Et c'est petit à petit que ça se construit. Oui, ton conseil, c'est n'hésitez pas à faire les festivals, à postuler, à proposer ces photos. Pour La éventuellement première, quand j'ai des gens en stage avec moi, la première des choses que je leur dis, c'est déjà tirer vos photos. On a trop l'habitude maintenant de regarder ça par le biais d'un téléphone qui est hyper réducteur, ne serait-ce que par la taille, ou sur un ordinateur. Le tirage, dans la mesure où la lumière ne va pas venir par derrière l'écran, aura tout de suite un autre aspect, donnera une autre dimension à l'image. Donc tirer les photos, les tirer même sur des supports qui soient assez qualitatifs pour rendre justice à l'image. Et puis après, oui, les montrer. Sinon, ça reste dans un disque dur et personne n'en profite, et c'est dommage. Okay. Allez, on continue, on termine. Alors ça, c'est intéressant. Toujours pareil, on est en contre-jour. Ouais. Mais, alors c'est quoi? C'est un pic... Un pic et pêche. Ouais, pic et pêche. Là, il y a encore une espèce assez courante. On est sur en fait, c'est un suivi que j'ai fait pendant quasiment 3 années d'un couple de pic et pêche qui logeait dans une vieille chandelle d'un arbre mort, avec différents trous. Chaque année, ils changeaient de trous et je suivais ce couple. Et donc, ce jour-là, il y a cette séance où je décide de faire du contre-jour, puisque vous avez compris, ça fait partie d'une de mes marques de fabrique. C'est vrai. Et je t'ai proposé cette image-là parce que quand on parler d'histoire, celle-là, pour moi, l'histoire, ça a été surtout de voir ce qu'il en était au moment du traitement de l'image sur l'ordi, c'est de faire le zoom sur le bec de l'animal, puisqu'en fait, il y a eu toute une série où il y a plein d'images qui sont super chouettes à l'envol de ce pic, mais sur celle-là, ce qui est assez marquant, c'est qu'il donne à la béquée avec un scorpion. C'est un scorpion qu'il a dans le bec. Et ça, c'est quand même pas commun. Donc, du coup, et ça, je m'en suis aperçu en regardant l'image en grand. Et du coup, c'est une image qui
alors qu'il y en a peut-être d'autres qui sont peut-être plus majestueuses dans cette série-là. C'est par contre une accroche qui est géniale et du coup c'est une photo qui fait partie de mon expo actuelle parce que justement dans le contact aux gens qui viennent découvrir ces images-là, ben, c'est un peu de les mettre devant un truc, leur dire là regardez il y a quelque chose qui se passe un peu d'inhabituel et donc ça fait un petit peu jeu à énigme. Allez, on passe sur des choses un peu plus rares et que toi, tu apprécies beaucoup. Je sais Ouais. que les ours, c'est, Ouais. j'allais dire, ta passion. Ouais, c'est ça. Il y a un terme à la mode d'animal totem. Ouais. S'il y en avait un, ça serait un animal totem. Je le porte autour du cou, je le porte au doigt. Je le porte On est où, partout. là? On est en Colombie-Britannique, sur la D'accord. côte ouest du Canada. On est bien au nord de Vancouver. On est pas à 150 km grosso modo de la frontière avec l'Alaska. L'Alaska descendant assez bas hein, sur la côte canadienne. Mhm. On est sur les îles Princesses, l'archipel des îles Princesses Royales. D'accord. Et c'est le seul territoire où on trouve une espèce d'ours particulière. C'est probablement un des ours les plus rares de la planète. C'est l'ours Kermode. En fait, c'est un ours noir. Assez classiquement, c'est l'ours qu'on rencontre très naturellement sur tout le continent nord-américain. Mhm. Mais ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a 16 sous-espèces de cet ours-là. D'accord. Souvent, les différences sont tellement ténues qu'elles sont difficiles à appréhender. Par contre, pour l'ours Kermode, c'est assez facile. C'est qu'il y a une déviance génétique dans son patrimoine génétique qui fait qu'une fois toutes les 10 naissances, au lieu de naître noir, un individu va naître avec un pelage blanc crème. Et donc, c'est devenu un individu sacré pour les populations autochtones qui l'ont protégé, préservé du braconnage historiquement et qui continue à préserver ces territoires-là. Donc, on en a à l'image. Et là. on a ce qu'on appelle donc l'ours Kermode, parce que c'est Francis Kermode qui les a étudiés, mais l'appellation autochtone est bien plus jolie. Il l'appelle l'ours esprit, D'accord. parce que véritablement, pour eux, c'est l'esprit de la forêt. Ça serait un symbole des temps glaciaires. Le corbeau créateur aurait blanchi le pelage d'un de ces animaux D'accord. en mémoire des temps glaciaires. Voilà. D'accord. Donc l'ours esprit. Que tu as réussi à shooter. Que j'ai eu la chance de pouvoir aller voir et que j'ai eu la chance de pouvoir photographier. Ouais. Magnifique. Là, on est aussi dans le nord du Canada, là? Ah, on est exactement Pareil. dans la même zone. On est à D'accord. peu ou prou à 20 mètres de la photo D'accord. précédente. Ok. Simplement, les individus blancs côtoient les individus noirs. Ils ne font aucune différence entre eux. Et on croise inévitablement beaucoup plus d'individus noirs que de blancs, puisque c'est 1 sur 10. Et de temps en temps, il y en a un qui apparaît. Et c'est juste fabuleux. Ok. Allez, on termine sur cette image très calme, très posée, Ouais. mais avec une information que j'ignorais, c'est qu'en fait, là, bon, on a l'impression que c'est une chouette, hein, C'est une voilà, sauf qu'elle est toute petite. Ouais, c'est la plus petite nyctalidée d'Europe et la chevêchette d'Europe qui effectivement est toute petite. C'est un tout Ouais. petit oiseau. Le trou, il fait combien, là? Et le trou fait quelques centimètres à peine de large, hein, 5-6 centimètres de large. C'est un trou de piquet-pêche assez rond, là, c'est classique à repérer. Donc elle ne fait que squatter ces espaces-là. Oui. Et elle a effectivement, la taille lui permet d'exploiter ce trou-là et d'être de fait protégée de plein de prédateurs qui, eux, sont souvent trop gros pour pouvoir y rentrer et aller déranger la portée à l'intérieur. Voilà. Très bien. Écoute, Emmanuel, merci de nous avoir permis de connaître un petit peu ton univers, une toute petite partie de ton univers, puisque j'imagine que c'est des années et des années d'affût. Oui, ça commence à dater. Ouais. Ça commence à dater. On peut retrouver ton travail sur ton site internet. Classiquement, sur un site internet, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Voilà. même si je ne suis pas des plus actifs, des plus présents, mais oui, site internet sans problème. Ouais. Encore merci Emmanuel de nous avoir fait partager en fait cette passion. Dites-nous en commentaire ce que vous avez aimé, quelle est la photo qui vous a le plus touché. N'hésitez pas bien entendu à mettre un petit pouce, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle également que vous pouvez aller sur la plateforme web lovelight.tv où vous allez pouvoir retrouver des vidéos exclusives qui ne sont pas sur YouTube. Et puis, je vous souhaite plein de photos, imprimez-les et on se dit à très vite sur Lovelight. Bisous.